Ah, j'éteigne mon téléphone, moi. Bonsoir, bienvenue sur Histoire et Révélation. Ce soir, pour une nouvelle émission, j'ai le plaisir de recevoir pour la deuxième fois Luc Baudin. Nous allons aborder ce soir le thème de l'émission, ça va être la vibration de la Terre et surtout comment développer son clair ressenti. Et aussi, on va aborder le sujet sur les chakras. Donc, développer son ressenti permet d'explorer et de comprendre ses émotions profondes, favorisant ainsi une connexion plus authentique avec soi-même et avec les autres. Les chakras, centres énergiques du corps, selon la tradition hindoue, jouent un rôle crucial dans l'équilibre physique, émotionnel et spirituel. La vibration de la Terre résulte de divers phénomènes tels que les séismes et les activités humaines qui peuvent avoir des implications importantes sur la géologie et l'ingénierie. Sans plus tarder, avant de commencer, je vous dis à tout de suite, juste après le générique. Bonsoir Luc, merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, écoute, Gélico, c'est toujours un plaisir. Tu vois, je suis venu en connaissance de cause vu que c'est la deuxième fois. Donc, c'est Oui, avec plaisir que je reviens auprès de toi et auprès de ta communauté. Bonjour à tous. merci beaucoup. Alors justement, avant de commencer, j'avais une question, je voulais savoir, je pense qu'on a dû te la poser plusieurs fois, mais je pense qu'elle est quand même importante. Euh, Qu'est-ce qui a fait que, vu que toi, tu étais médecin de base, tu es venu dans le, on va dire, au plus profond de l'humain, c'est-à-dire que tu t'intéresses vraiment à l'humain. Quel a été le déclencheur pour toi, justement, de basculer, d'aller dans ce côté-là aussi bien spirituel, spirituel, quand je dis c'est vague, hein. Oui, sans prosélytisme, c'est évident. Donc, c'est vrai que le chemin était assez passionnant, en fait, parce que euh, il est vrai que j'ai commencé comme avec les médecines conventionnelles, la faculté où j'ai appris l'être humain et qui est constitué de chair, de sang, avec vaguement un petit cerveau on fait fonctionne là-haut et qui essaie de générer des pensées. Voilà, donc je suis parti de là et c'est vrai que là, il y a eu des événements dans ma vie qui m'ont fait voir que la médecine conventionnelle était très importante et je le considère toujours aujourd'hui toujours comme très importante dans les urgences, les interventions, les maladies graves, etc. Mais elle avait aussi des lacunes. D'ailleurs, je m'aperçois aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de grands centres ça m'a fait très très plaisir de voir de grands centres anticancéreux dans le monde et en France en particulier qui s'ouvrent à la médecine qui s'appelle intégrative, c'est-à-dire ouvre avec d'autres aspects, parce que là j'ai commencé avec, donc j'ai été très curieux pour rechercher sur mes patients des techniques qui pouvaient les aider. Et puis, en fait, j'ai mis le doigt dans l'engrenage, tout simplement, et ce doigt dans l'engrenage m'a amené aux médecines naturelles qui m'ont appris l'importance de l'être humain, du vivant, alors qu'on n'est pas, on est plutôt du vivant sain plutôt que dans les médecines conventionnelles, on parle plutôt du vivant malade. Donc, c'était une autre manière d'aborder les choses, les énergies, parce que j'ai commencé avec l'acupuncture, avec la médecine traditionnelle chinoise, etc. La sophrologie qui m'a montré la puissance de la pensée. Et puis, de fil en aiguille, de formation de médecine naturelle en médecine naturelle, je me suis intéressé, d'ailleurs, les laboratoires pharmaceutiques eux-mêmes m'amenaient ça sur des plateaux sans le vouloir, parce qu'il me faisait voir, par exemple, toutes les recherches qu'il y avait à l'époque du médicament contre placebo.
moi, je m'intéressais à leur grand malheur, à l'effet placebo, au résultat de l'effet placebo, plus qu'au résultat de leur produit. Mais j'ai été éberlué par tout ce qui était capable de faire simplement l'effet placebo. Pour ça, j'ai travaillé sur le stress, etc. Mais c'était la pensée, c'était, si je généralise, il y a eu la médecine conventionnelle. Après ça, il y a eu les médecines naturelles qui m'ont amené tout doucement vers d'autres choses. Il y avait après ça la pensée avec la PNL, les groupes de prière, la sophrologie, etc., les énergies, où j'ai rencontré aussi, j'étais déjà dedans avec l'acupuncture, même sans trop le savoir, et donc j'ai eu beaucoup de contacts avec les chamans, avec des guérisseurs en France, des magnétiseurs, et puis dans le monde. Et puis tout doucement, je me suis dit, mais il y avait la symbolique aussi des maladies qui m'a beaucoup appris, beaucoup fait réfléchir. On appelle ça maintenant le décodage biologique, mais peu importe. Et moi, j'aime mieux le symbolique, ça me paraît plus explicite. Et puis après, je me suis dit, je suis toujours l'emmerdeur qui pose les pourquoi. Les pourquoi, du pourquoi, du pourquoi. Et donc, tout simplement, ça m'a amené à l'essentiel, à mon sens. C'est pour moi, c'est l'essentiel aujourd'hui. C'est tout simplement notre projet de vie, notre être intérieur, pour ne pas dire notre âme, tout simplement. Et ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que il m'a fallu du temps pour arriver à là-dessus. Il m'a fallu des années, c'est évident. Et puis, arrivé au bout de toutes ces années, j'ai lu un texte, je crois que c'est, je ne sais plus, je les confonds toujours tous les deux, ils sont morts, donc ils m'en voudront pas, entre Platon et Socrate, qui disait que, de toute façon, soigner le corps sans soigner l'âme, c'est une ineptie. Donc, lui, déjà, il y a pratiquement bientôt 3000 ans, 2500 ans, 600 ans, il disait déjà ça. Je me suis dit, t'as vraiment pas inventé l'eau chaude, mon pauvre Baudin, mais bon, c'est pas grave. J'essaye de ne pas la laisser refroidir, c'est déjà ça. Bah oui. Et justement, pour toi, c'est devenu progressif ou c'était déjà quelque chose qui était ancré en toi et puis que c'est devenu comme ça naturel ou Bah, pas? si tu veux, je suis sorti d'une famille qui était catholique, donc qui était profondément catholique, et puis j'ai même fait mes formations, une partie de mes études chez les franciscains, là où j'ai, comme je dis toujours en plaisantant, j'ai été formé, déformé, puis à la fin réformé, parce que bon, ils m'ont dit on peut rien pour toi, parce que j'étais déjà l'emmerdeur qui posait des questions auxquelles ils ne pouvaient pas répondre. Puis arrivé la médecine, je suis passé en médecine, et là ça a été le laminoir complet, la remise à zéro sur toute la spiritualité. On était repassé dans la matière pure et dure. Et il m'a fallu du temps pour progressivement revenir du côté non plus de la religion, mais de la spiritualité. Donc, c'est plus mon éthique maintenant, pour de multiples raisons, mais qui ne sont pas utiles à raconter parce que c'est mon chemin personnel. Mais aujourd'hui, pendant une période de ma vie, à ma adolescence, j'étais plutôt l'anarchique, ni Dieu ni maître. Aujourd'hui, il y a Dieu, mais ni maître toujours. Ça, c'est pas mal. Et justement, dis-moi, tu as prévu de faire des formations, des stages et autres. Je crois qu'en ligne, tu as des. Est-ce que tu peux nous en parler s'il y a des personnes qui sont intéressées pour participer? Oui, parce que je fais plusieurs manifestations. J'ai quelques conférences que je vais faire en présentiel. Et on les retrouve d'ailleurs facilement sur. Le mois prochain, je m'en vais en Bretagne. Enfin, il y a quelques manifestations à droite à gauche. Je vais même organiser un voyage à la rencontre des dauphins où on va vraiment travailler sur la communication animale et sur les énergies, etc. Donc, on va travailler dans un voyage très éthique et non pas à la poursuite des dauphins pour les attraper par Ouais, la bah queue. oui. Et c'est où pour les dauphins? C'est où? Ce sera dans la mer Rouge. Ce sera en mer Rouge. Donc, du côté de. Je ne me rappelle plus du nom, mais c'est pas très loin d'Hurghada, enfin, dans la Ah pointe oui, je nord. connais. C'est pas du côté de. Comment ça s'appelle? Parce que moi, j'y étais là-bas. J'ai été en mer Rouge, j'ai fait de la plongée là-bas avec des requins. Parce qu'il y a des Ouais, requins aussi là-bas. bien sûr, bien sûr. J'étais du côté de Tabac. Tabac, non, c'est pas ce nom-là, mais bon, bref, c'est C'est un dans le endroit coin, quoi. où c'est un lagon protégé, où il n'y a que des dauphins, en fait, hein.
Et donc, on y va en bateau, on va se poser sur l'endroit, donc on n'a plus besoin de bouger. Après, et on est uniquement en contact avec les dauphins. Donc, j'y vais avec un ami qui est très spécialiste dans les dauphins, et donc il est beaucoup dans la communication, dans l'éthique, etc. Donc, ça va être un voyage, à mon sens, très riche, en ce sens que on n'y va pas pour faire des photos. C'est pas Ouais, c'est ça. En on plus, c'est on vrai aura que le c'est droit une de faire des région, photos. c'est une région qui est super magnifique et ils ont encore des coraux qui sont. Mais même quand j'y allais, tu faisais même pas 1 mètre déjà, tu étais déjà Hmm. en fond et tu voyais les coraux et les poissons, c'est incroyable, hein. Oui, oui. Oui, ben, j'ai connu ça aussi quand j'ai vécu en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est des endroits aussi qui étaient magiques. Et c'est vrai que la première fois où je suis allé en Polynésie, ça remonte, que je compte bien, ça va faire 30 à 40 ans. Hein. Donc, ça commence à faire ça et ça commence à faire beaucoup. C'est pour ça que j'ai les cheveux blancs. Et là, je me Et t'es pas baignais. retourné? Si, ben après ça, j'ai vécu en Polynésie, mais déjà, à cette époque-là, on baignait dans des bancs faramineux de poissons qui étaient de toutes les couleurs. Et là, aujourd'hui, bien sûr, il y en a encore, mais il y en a 100 fois moins par rapport à ce qu'il pouvait y avoir autrefois. C'était extraordinaire. Et je passais mes journées dans l'eau avec le masque et le tuba. Hein. C'était extraordinaire. Et il y avait des choses qui étaient amusantes d'ailleurs, parce que j'ai appris déjà avec les poissons. C'est que je nageais comme ça avec des bancs de poissons, où je les voyais vivre les uns avec les autres, etc. Et ils étaient en train de me frôler, ils étaient en train de. Et puis d'un seul coup, plus personne, plus un seul poisson. Plus un seul poisson. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et peut-être une minute plus tard, il y a un homme qui arrive avec son fusil sous-marin Ah et qui oui. et au moment, et tous les poissons étaient cachés, et quand il est parti, au bout d'une minute, les poissons commençaient à revenir. Et j'ai trouvé ça incroyable parce qu'en fait, ça montre bien comment ils perçoivent les choses, parce que cet homme et moi, on était tous les deux des êtres humains. Et pourquoi avec lui, il avait peur, et pourquoi avec moi, ils étaient tranquilles. Donc c'était très intéressant comme réflexion par rapport à la puissance de la pensée, aux énergies qu'on émane, C'est au ça. fluide également. C'est ça, c'est comme, à mon avis, ça doit être comme pour les dauphins. Ils doivent percevoir avec les vibrations que l'homme dégage et ils ressentent quelque chose. Ah, tu veux que je te raconte mon expérience? Vas-y, je veux bien. Ah, il y a une expérience que je dirais extraordinaire, et c'est ça qui me pousse d'ailleurs à retourner les voir. C'est une expérience, je dirais presque mystique, en sens que j'étais parti avec un groupe pour aller rencontrer les dauphins en bateau, et on trouve un banc de 300 dauphins sauvages. On saute, on était une dizaine, on saute tous à l'eau. Et puis, qu'est-ce que je vois? Ben, les gens qui étaient avec moi se mettent pas courir, à nager à fond la caisse pour aller voir les dauphins. Il y en a d'autres qui essayaient d'y toucher, il y en a qui essayaient de le prendre par les queues. Enfin bref, moi je me suis dit, je suis pas là pour ça, je suis pas là pour les stresser, les pauvres dauphins. Et donc, j'étais resté en retrait. Et je ne sais pas pourquoi, tout le groupe est remonté à bord du bateau, sauf moi. Et quand j'étais à l'eau, j'ai envoyé des pensées, je m'appelle mes guides, j'ai envoyé de l'amour pour que tous les dauphins viennent me voir. Ils étaient à 200 mètres. Et en l'espace de 30 secondes, ils sont tous arrivés autour de moi et ils nageaient autour de moi. Et donc, il nageait autour de moi, et moi qui avais mon masque, j'ai pas voulu prendre de photos parce que je voulais vraiment profiter de ce moment-là et pas le gâcher avec l'appareil photo. Et donc, quand j'étais avec le masque, je voyais un cylindre de dauphin qui tournait comme ça autour de moi. Donc, si on réfléchissait au cerveau gauche, eh bien, d'un seul coup, là, j'étais entouré de 300 animaux sauvages qui étaient, je pouvais étendre le bras, je pouvais les toucher. Je ne le faisais pas parce que je sais trop bien que si on les touche, on enlève un peu leur vernis qui est sur la peau, et après ça, le sel risque de les brûler à cet endroit-là, donc ça leur fait du mal. Et donc, on les touche que s'ils le veulent bien. Et donc là, moi, par contre, j'ai ressenti mais une paix, un calme, un bien-être, un bonheur extraordinaire comme j'en ai rarement connu sur cette terre. Vraiment, c'était. Et quand je suis remonté après sur le bateau, parce qu'ils m'ont rappelé, sinon j'y serais encore. Et donc, et quand j'ai entendu les personnes qui étaient sur le bateau me parler de poissons en parlant des dauphins,
j'étais outré parce que pour moi, ce ne sont pas des poissons, sont des êtres véritablement magiques et extraordinaires et qui nous renvoient. Donc c'est pour ça qu'il y a un respect, c'est qu'il y a des moments ils n'ont pas envie parce qu'ils ont d'autres chats à faire, ils ont peut-être un besoin de manger, ils ont besoin de se reposer, etc. Donc il faut respecter tout ça. Mais par contre, quand ils ont envie et que nous on a envie, et là c'est des moments magnifiques où on peut se... C'est génial. Ben oui, en plus, ils doivent ressentir quand il y a une personne qui est en stress ou en détresse ou autre. Et ils doivent, ben, c'est ce qu'on dit, hein, c'est tout ce qui est vibration. Ils ressentent des choses que nous, on ne peut pas, qu'on a encore du mal à percevoir ou encore à toucher. Et je, Et eux, ils y arrivent très bien. et je pense que ce sont des soignants aussi quelque part. On sait très bien aussi qu'il y a des animaux, il y a des chevaux qui sont des soignants aussi, qui sont Oui, assez. Parce qu'on on parle de soigner les animaux, oui, c'est vrai, mais l'inverse, c'est vrai. Il y a des animaux qui sont capables, même le chat, par exemple, a cette réputation-là, et quand il le veut, toujours quand il le veut. C'est pas. Alors c'est pour ça que je plaisantais pendant un moment, j'avais un chat, et donc le chat venait se coucher sur moi, et puis quand il venait se coucher sur moi pour faire son ronron, je lui disais, mince, je suis si malade que ça. mais moi, j'ai reçu une personne qui s'appelle Laetitia. Et elle a créé justement un centre dans le sud de la France avec les dauphins Mhm. et sur la biorésonance quantique. Des dauphins sauvages ou des dauphins Non, elle les récupère, tu sais, dans le centre aquatique là, qui est dans le sud de la France. D'accord, d'accord, d'accord. Et donc, elle les récupère pour justement les réhabituer à la vie sauvage. Mais Hmm. entre-temps, ils les récupèrent justement pour aider, parce que ça va être un centre pour aider les enfants autistes. Hmm. Hmm. Et oui, les animaux, d'une manière générale, sont des bons guides par rapport aux enfants. Moi, je me rappelle toujours quand il y a mon deuxième fils qui est né, je l'avais posé sur un fauteuil à la maison, et il y avait mon chien, machin, qui était arrivé, qui s'était couché au pied du fauteuil où il y avait mon fils qui venait de sortir de la maternité, et je l'ai vu tourner sa tête, sa grosse tête, et qui se pose sur le fauteuil devant mon fils, et là, j'ai vu dans son regard, mais un regard d'amour extraordinaire, là, indescriptible, indescriptible. Bah oui. Donc, elle s'appelle Laetitia Thévenot. Elle a créé là, elle a créé le centre pour justement pour les dauphins. Ouais, Donc, c'est voilà. ah oui, c'est Le ce sont nom, des êtres c'est. supérieurs, hein, de toute façon, tout ça. Ce sont des êtres supérieurs. Et pour moi, de toute façon, c'est vrai que j'avais une vieille chienne, autre aussi, qui m'avait adopté. Je dis bien que c'était elle qui m'avait adopté. Et en fait, j'avais visité un jour ce que je déconseille fortement à faire, mais d'aller visiter son esprit. Et là, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'elle, elle voyait les choses comme je les voyais, mais un peu différemment. Elle n'a pas les mêmes fréquences, etc. Les sons pareils. Et puis, je me suis rendu compte que tous ces raisonnements, ces concepts, etc., étaient tout à fait différents des miens. Et j'étais même un peu, j'avais même, c'est pour ça qu'on ne peut pas communiquer par la parole directement, hein, ou très peu avec les animaux, c'est plus avec les impressions, les ressentis, etc., les images. Et, mais ce que j'ai compris, c'est que ces êtres, je dis bien ces êtres, ont un niveau de conscience au moins autant égal que les nôtres. Et on pourra en reparler, si tu veux, quand on parlera des chakras tout à l'heure, parce que, et là, mais seulement c'est sur un autre plan. Et ces animaux sont vraiment là pour, ils se sacrifient de temps en temps pour nous sans même qu'on s'en rende compte. Et c'est terrible ça. Mm, mm. Ouais, donc son centre, le projet qu'elle fait, c'est Dolphin Évasion. C'est le nom de son association pour mettre en place son projet. Et c'est vraiment bien parti pour que ça se concrétise. Ok, donc alors, on Souhaitons-lui va le commencer à meilleur. parler le développement de comment développer son ressenti. Alors, quel exercice, bah justement, au départ,
le ressenti? Voilà, parce que, attention, là, tu vois, tu emploies déjà deux mots, souvent, intuition, ressenti. D'accord? Ressenti. Ah, oui, mais on est un peu sur la même longueur d'onde. La différence, ce sont des impressions, des informations que nous recevons et qui peuvent, qui vont nous informer sur une situation présente ou à venir. Et c'est ça aussi qui est très quelque part dérangeant. C'est comme si il y avait, on avait accès quelque part au futur. Parce qu'on a déjà l'intuition que la situation ou la personne qu'on va rencontrer va se passer bien, ça va se passer mal, que c'est positif ou que c'est négatif. C'est une intuition. Alors la différence entre l'intuition et le ressenti, c'est que l'intuition, pour très schématiser, l'intuition, c'est plutôt dans les têtes, dans l'esprit qu'on va le ressentir. On va ressentir, on va avoir une impression, bonne ou mauvaise, on va avoir une clairvoyance, des émotions qui vont arriver, qui vont être positives ou négatives. Et puis le ressenti, c'est plus quelque chose qu'on va ressentir dans son corps. C'est plus le D'accord. corps qui va servir un petit peu de réceptacle. Donc les informations peuvent venir par un de ces deux canaux, selon un petit peu. C'est pour ça que de temps en temps, on peut arriver dans un endroit et crac, on se sent pressé, oppressé, serré, etc., sans raison. Et donc là, c'est ressenti dans le corps. Il y avait même une autre fois, moi, j'avais un rendez-vous avec une personne que je connais pas et donc je sonnais à sa porte, je me rappelle. Et puis au moment où je sonne à la porte, j'ai comme s'il y avait une voix dans ma tête qui me dit Luc, tu t'en vas, fissa, fissa, en courant, mais je me rappelle de l'expression. Ça. Tu ne traînes pas, tu pars. Mais pas de chance parce que j'avais sonné et la personne m'a ouvert la porte. Alors, je n'allais pas lui dire bonjour, au revoir. Donc, je suis rentré, etc. Et, et cette personne m'a proposé, c'était pas pour ça le sujet, elle m'avait amadoué avec un autre sujet sur les ouvertures de conscience, mais en fin de compte, elle me proposait de rentrer grosso modo dans une secte en fait où j'allais pouvoir évidemment en payant un petit peu j'en paye toujours et là d'un seul coup avec ces formations j'allais pouvoir devenir un des piliers du monde. Je me rappelle aussi l'expression un des piliers du monde. Alors il y avait l'ego qui était d'un côté, il me dit ah ben un pilier du monde c'est bien, ça c'est pas mal, hein, c'est un bon métier, ça peut être intéressant, hein. Et puis il y avait l'autre, il y avait mon intuition, mon ressenti, il me disait tu pars, tu pars, tu pars. Et donc, j'ai appris depuis longtemps à écouter mon intuition. Et donc, je suis parti et, euh, et puis, bien des années plus tard, je crois avoir compris qu'en fait, ce qu'on me demandait, là, on me demandait d'entrer, c'était dans la secte du Temple solaire. Parce qu'à Ah, l'époque, j'étais médecin, j'étais homéopathe, et il y avait beaucoup de médecins homéopathes dans cette secte. Et tous les gens se sont fait suicider, je sais bien, se sont fait suicider, parce que, quelques temps plus tard, alors, voilà, je me suis dit, merci mon intuition, et puis j'ai bien, et toujours de ne pas écouter l'ego qui est toujours. Alors l'intuition. L'intuition, elle est immédiate en fait. Hein, elle est immédiate. C'est comme le ressenti. Il est immédiat. Et donc, il nous informe toujours d'une situation, mais ça peut être même dans le ressenti. Je m'amuse, par exemple, avec le ressenti, à checker. Par exemple, j'ai des amis parce qu'ils ne connaissent pas grand-chose en vin. Je voulais acheter une bouteille de vin et donc je vois deux ou trois bouteilles, par exemple, de vin blanc. Moi, j'aime bien le vin biologique. Et donc, j'en vois trois. Laquelle choisir? J'en sais rien, j'y connais rien. Et donc, je vais prendre la première bouteille et je vais ressentir. Et j'écoute ce qui se passe en moi. Et d'un seul coup, pouf, je sens la vésicule qui se coince. Oh, je dis, celle-là, elle va être mal digérée. La deuxième, je la prends, puis je sens la bobo tête. Hein, donc, ça veut dire que bobo à la tête le lendemain. La troisième, je me sens calme, détendu, etc. Bah, je me dis, bon, bah, c'est celle-là. Donc, on peut solliciter aussi des ressentis. Mais la principale chose, c'est de se dire, on a tous du ressenti. Tous du ressenti, tous des intuitions. C'est obligatoire. Le seul truc, c'est qu'on a appris à les
éjecter, à ne pas les entendre, à ne pas les écouter. Et donc ça, c'est qu'il faut au contraire prendre le temps d'arriver et de prendre le temps d'écouter ce que nous dit notre être. Ça vient de notre cœur, en fait, ça vient de notre être, ça va être, on peut dire, cerveau droit. Et là, à partir de là, on va avoir une information, cerveau droit. Et donc, cette information va être envoyée à notre cerveau gauche, qui lui va l'analyser, va analyser la situation. Donc, on va avoir l'information de la raison, on va avoir l'information de l'intuition, et après, bah moi c'est comme ça, j'avais mon information de c'est pas mal d'être un pilier du monde, c'est pilote, c'est encore mieux, si tu pars en courant, tu seras beaucoup mieux, et donc on a le droit de choisir ce qu'on veut, hein. J'aurais pu, comme d'autres, en poser, on dit, bah, ok, je viens avec vous, et puis voilà, donc c'est toujours un élan spontané. La principale chose, c'est de se dire, on va faire toujours attention à son intuition. Après ça, on en fait ce qu'on en veut, mais c'est important. Moi, je sais que cette intuition m'a toujours été très profitable et c'est peut-être sans doute grâce à elle que je suis médecin. Parce que quand on écrit, quand on passe un examen, on reçoit des questions. Si on n'a pas fait d'impasse, c'est-à-dire que si on a bien tout appris, tout est là, dans la tête. Un peu mélangé le jour de l'examen, parce qu'on en a tellement plein la tête, mais voilà. Et on commence à répondre à la question. Et là, il y a le cerveau gauche qui prend le relais en disant oui, mais tu n'as peut-être pas bien compris, tu aurais peut-être répondu comme ci, répondu comme ça. Et je me suis toujours dit, ma première impression est toujours la bonne. Et là aussi, il faut y faire attention parce que on peut avoir une intuition, un ressenti, ou même un mot, ça peut arriver, un mot dans la tête, etc. Mais si d'un seul coup, à la suite de ça, il y a un blabla qui arrive, etc. Là, mauvaise pioche. Ça, c'est le mental qui prend le relais, l'ego qui prend le relais. Donc là, l'intuition, c'est toujours la première impression, la première goutte qui sort du robinet. C'est ça, l'intuition. Après, c'est une information que l'on obtient. Je donne souvent un peu l'idée, c'est que quand je veux traverser une rue, je regarde, comme je suis un bon français, mais et je traverse pas toujours dans le passage clouté, pas toujours quand il le faudrait, donc je regarde à droite, je regarde à gauche, et puis je peux très bien voir une voiture qui arrive. Donc, attention, alerte. Oui, mais je vais peut-être regarder en me disant, oui, mais celle-là, elle est en train de se garer ou il roule lentement, etc. J'ai le temps de passer. Donc, on a l'information, attention, voiture. Mais moi, je me dis, je passe outre parce que, et l'intuition, c'est pareil. C'est pareil. Donc, c'est qu'on peut se dire, oui, tiens, telle bouteille, je me sens mieux. Oui, mais elle coûte quand même le double des autres. Donc, je vais prendre une autre parce qu'elle est moins chère. Donc, la raison a toujours ses raisons. Ben oui, moi, je fonctionne beaucoup au ressenti. C'est-à-dire que quand je t'ai contacté, ou même quand je regarde une vidéo, à la seconde, quand je mets lecture, avec le son de la voix, mon ressenti me dit toujours si c'est bon ou si c'est pas bon. Tout à fait. Moi, je trie aussi. Tu vois, par exemple, j'ai fait pas mal de formations en médecine naturelle, mais il y a tellement de formations possibles et imaginables. Comment je les choisissais? Parce que tout simplement, c'était le ressenti. J'écoutais mon cœur qui me poussait vers telle technique ou telle chose plutôt que telle autre. Et c'est tout. Et je dis toujours, si je ne me suis pas intéressé aux autres, c'est pas parce qu'elles sont mauvaises. C'est parce que tout simplement, c'était pas ma route, tout simplement. C'est Ben oui. pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas de valeur à donner ça, mais c'est qu'on est plus attiré vers telle ou telle chose parce qu'on est tous différents et c'est ça qui est génial. Et justement, quels sont les signes de son ressenti? Ça peut être différent pour chaque personne. C'est-à-dire que pour une personne comme pour moi, ça peut être des frissons. Oui. Il y a plusieurs signes. Oui, ce qu'il y a, c'est que c'est justement, ça fait partie aussi de l'apprentissage qu'on doit se faire, c'est que il va y avoir souvent les mêmes symptômes pour les mêmes personnes.
Donc, c'est à nous aussi, la plupart du temps, les signes que l'on a sont évidents. Si, un peu comme c'est d'un seul coup, je prends la bouteille et puis je sens que ça sert dans la vésicule. Bon, il n'y a pas besoin d'être un grand cire pour comprendre, ou ça commence à me prendre la tête, donc il n'y a pas besoin de comprendre. Donc on a des signes qui sont relativement évidents, et je dirais qu'il y a les signes, on pourrait classer comme positifs, agréables, etc. Et puis les signes qui seront désagréables. Donc a priori, ceux qui sont désagréables, a priori, là encore, il faut toujours être méfiant parce que c'est qu'une généralité, ça nous donne déjà la note de ce qu'on veut avoir. Mais ce qu'il faut, c'est aussi, même si on a une impression négative sur une personne, ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut la fuir, parce que Non. la personne en question, elle peut avoir, ça nous indique que c'est pas forcément la bonne personne pour nous, qu'elle peut avoir des intentions cachées, etc. Ok, tout ça, ça nous avertit. Mais un peu comme quand j'ai rencontré cette personne qui m'a proposé moult choses, ça n'empêche que j'ai appris un certain nombre d'informations qui étaient utiles, qui étaient intéressantes grâce à lui. Donc c'est pas non plus, faut pas jeter le bébé avec l'eau Oui, du oui, bain. oui. Parce que c'est Mais vrai que c'est on reste, intéressant. on reste sur la vigilance, c'est tout. C'est ça. Mais ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est parce que à l'instant T, le ressenti pour l'instant T que toi, tu as besoin, il te dit non, 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 c'est pas bon, c'est pas bon. Mais si tu y retournes, si tu reviens peut-être demain, là, ton ressenti va peut-être différer parce qu'à l'instant T, il te dit non, c'est pas bon. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a des personnes avec qui on n'a pas un bon ressenti au départ, une bonne intuition au départ, et puis en fait, nous on changeons, la personne évolue, il y a ce détend parce qu'elle peut aussi très bien se retrouver, on peut très bien rencontrer une personne qui est en plein dans les soucis, dans les problèmes personnels, conjugaux, qu'est-ce que sais-je, et donc qui la rend très anxieuse, hargneuse, négative, mais c'est pas contre nous. Mais ça n'empêche qu'on peut ressentir aussi un petit peu ça. Et une fois qu'on la connaît, qu'elle s'est détendue un petit peu, mais je dirais que c'est vrai, c'est juste ce que je dis, mais méfiance quand même. Et est-ce qu'il existe justement des formations pour justement nous le développer le plus possible? Oui, il y en a une. Elle s'appelle la vie. Voilà, c'est la vie. C'est simplement ça. C'est que c'est tout simplement savoir que nous avons du ressenti. Nous avons tous du ressenti. Et puis, à partir de là, de simplement faire attention à ce qui se passe en nous pour avant les situations. On le sent, de toute façon, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà en train d'avoir des mauvais pressentiments, comme on dit aussi, sur telle ou telle situation, etc. Donc, mais ce qu'il faut, c'est savoir, c'est que ce sont toujours que des informations. Et donc, ce sont des canaux que l'on ouvre, c'est-à-dire déjà, ils sont déjà à moitié ouverts. Après ça, c'est à partir du moment où on y fait attention, on va recueillir les informations, mais on va pas prendre tout pour argent béni non plus. Donc, on va voir aussi si les informations qu'on a reçues, eh bien, correspondent véritablement, sont justes ou elles sont fausses, et on la regarde un petit peu. Et au fur et à mesure, on fait de plus en plus confiance, on se fait confiance, on fait confiance aussi à son être. Et comme tu le dis, moi, par exemple, quand je reçois moult renseignements, informations, demandes, je ne peux pas tout traiter. Et souvent, je réponds ou je fais répondre la plupart du temps. Mais le truc, c'est que je sélectionne en fonction de mon intuition. Parce que à notre époque, on n'a pas toujours beaucoup de temps à passer sur des éléments qui ne nous attirent pas. Mais je répète toujours, c'est pas parce que ça ne nous attire pas que c'est mauvais non plus. Hein. C'est encore un petit élément à prendre en compte. Hein. C'est ça. Donc, je vais mettre s'il y a des personnes qui auraient des questions. Tac, on va mettre un. Voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à poser des questions. Et donc, la nature aussi joue un rôle ou pas?
Tu veux dire quoi par la nature? C'est-à-dire que, est-ce que quand je dis la nature, est-ce qu'on peut comment je pourrais dire ça? Pas se projeter, se référer à la nature, c'est-à-dire animal. Oui, je pense que les animaux ont, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont tellement de talents subtils qu'il est toujours difficile de dire lequel prédomine. Et ce qu'il faut bien savoir aussi, c'est que dans nos talents subtils, c'est toujours la même chose. Ils sont toujours extrêmement intriqués les uns dans les autres, entre le ressenti, l'intuition, la télépathie, parce qu'on reçoit aussi des informations par les pensées des autres. On peut avoir aussi des informations par le clair savoir. On a les informations qui peuvent nous arriver aussi par la nature, comme tu dis aussi très justement. Donc, on a beaucoup de canaux par lesquels on peut recevoir des informations qui peuvent être traitées pour nous comme étant des intuitions. Parce que je dis que ça vient de notre être. Oui, c'est vrai, ça vient principalement de notre être parce que lui va nous dire c'est bon ou c'est pas bon ou c'est mauvais. C'est pas, là encore, c'est pas que c'est bien ou c'est mal, c'est différent. C'est que c'est bon ou c'est mauvais pour nous, tout simplement. Et, euh, et donc, cette notion, c'est pour ça que les différents talents subtils que les animaux ont et que nous aussi nous avons, mais les animaux ont pris de l'avance sur nous, eh bien, sont très, très liés les uns avec les autres. Et ce qui est amusant souvent, c'est, tu disais, par exemple, de l'étudier. Comment développer son intuition? Ben, c'est simplement, je te disais, la vie, parce que les expériences, si on a toute situation qui nous arrive, si on prend simplement quelques secondes, 10 secondes, 20 secondes pour ressentir l'impression, mais on peut aussi faire des projections. Par exemple, tiens, je voudrais aller passer mes vacances, je ne sais pas à tel endroit, et ressentir tout de suite si notre corps répond ou pas. Et donc, il y a tout de suite une information qui vient. On peut faire le test en s'amusant, comme je le disais, en choisissant des aliments ou des choses comme ça. On peut mettre aussi des images positives, des images négatives qu'on voit pas, et puis mettre les mains dessus et observer un petit peu ce qu'on ressent en fonction des images qui sont cachées derrière, et voir un petit peu. Et là encore, ce qu'il faut savoir, c'est que ces ressentis sont toujours des ressentis personnels. Pardon. Je vais donner un exemple. C'était des petites expériences que je faisais avec des groupes quand je faisais des formations en présentiel. C'est que on présentait des images. Je présentais des images derrière leurs paupières closes, donc des images sur l'écran, et puis eux notaient un petit peu les informations. Et je vais donner deux exemples qui étaient absolument frappants. C'était le premier exemple, c'était que j'avais montré un soldat, un militaire avec son pistolet, habillé, machin, etc. Donc tout le monde était là en train de plutôt avec des pensées qui étaient plutôt négatives, la guerre, le machin, etc. Donc ça fait jamais plaisir. Mais il y avait une femme qui me dit, moi ça me fait pas peur, au contraire, ça me fait plutôt du bien parce que mon mari est militaire. Donc, même image, les ressentis sont différents. Il y en avait une autre image avec des enfants, des jolis cœurs, etc. Donc, une image d'amour, une image avec des enfants, une image positive. Mais seulement, elle me dit, ah non, 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 moi, quand je regarde ça, ça me fait pleurer. Parce qu'elle me dit, ça fait 10 ans, 15 ans que je cherche à avoir des enfants et j'y arrive pas. Donc, c'est pour ça que les ressentis sont, pour une même situation, sont différents en fonction de nos vécus, de notre être, etc. Oui. Et comme je dis souvent, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas j'ai vu des enfants avec des cœurs, il faut obligatoirement que ce soit positif. Non, non, c'est pas comme ça. Il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Oui. Alors, Crédolium, pourquoi les sectes veulent toujours avoir des médecins et autres professionnels comme adeptes? Moi, je dirais qu'il faut leur demander. Moi, personnellement, je suis toujours un électron libre. Et donc, j'ai toujours refusé de rentrer dans quelque mouvance que ce soit. Et l'avantage aujourd'hui, c'est que
toutes les informations, parce qu'il faut bien savoir que les sectes, les sociétés secrètes aujourd'hui étaient appelées les sociétés initiatiques autrefois, qui étaient réservées aux grands prêtres, aux dirigeants de ce monde, etc. Mais aujourd'hui, on vit une époque formidable, c'est que tous les enseignements de ces sociétés initiatiques qui ont été repris par ces sociétés secrètes, et ils ont essayé de les garder secrets, ce qui est largement lamentable de garder ça secret aujourd'hui, alors que justement, ça appartient à l'humanité, ça ne leur appartient pas. Mais heureusement, il y a des divulgateurs, et donc on a des livres qui donnent quand même des informations. Alors il y a aussi faire attention, il y a l'information et la désinformation. Voilà. Alors pour répondre à la question, je ne sais pas, peut-être, hein, c'est une question, j'en sais rien du tout, parce qu'on n'est pas la seule profession en médecine. Moi, je suis plus médecin, donc je peux en parler encore plus librement. Et donc le fait est qu'on est en contact avec beaucoup de patients, et on peut être un adepte qui amène d'autres adeptes. Voilà, donc ça peut être une explication, j'en sais rien. Alors, Aline, pourquoi ce ressenti de peur des personnes proches qui ont un certain don, peur qu'on ne fasse du mal? Parce que là, j'entends, pas sûr de bien, de bien comprendre la question, mais il faut bien comprendre que tout ce que on comprend pas, on a tendance à considérer, à faire que ce fasse peur. C'est comme ça que les sorcières, qui étaient des grandes guérisseuses autrefois, eh bien, ont tous fini sur le bûcher, tout simplement. Et comme disait un grand homme, il disait le surnaturel est tout simplement un naturel qu'on n'explique pas encore. Et donc, les personnes qui autrefois avaient des dons, parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, nous avons tous ces qualités qui étaient redevables à certaines personnes autrefois. Aujourd'hui, nous les avons tous en jachère en nous et qui ne demandent qu'à se développer. Mais ça n'empêche que ça faisait peur, parce que, et là, on tombait vite dans c'est ce qui s'était passé largement au Moyen-Âge, avec, dès que la personne avait un certain talent de soins, d'amélioration, même de ressenti, de clairvoyance, etc., c'était vite classifié comme étant mauvais, que c'était le malin qui s'exprimait à travers elle. Et c'est ainsi que il y avait des régions en France, vous vous rendez compte, c'était impressionnant. Il y avait toutes les femmes dans certains villages qui avaient été brûlées les unes après les autres, parce que ça faisait peur. Tout ce qu'on ne comprend pas, ça fait peur. Alors que c'est des talents qui sont extrêmement naturels et qu'on a tous, mais comme je le disais, il faut encore les développer. Ça, c'est encore autre chose. Il faut le vouloir, il faut les développer. Et puis, comme toujours, un talent, c'est comme d'apprendre le piano. On peut tous apprendre le piano, on fera tous des belles mélodies avec un peu de volonté, mais on ne sera pas forcément tous des Mozart non plus. Hein, donc, c'est ça. Alors, il y a Missia qui pose une question qui demande, est-ce que tu peux expliquer l'énergie des centres commerciaux qui donnent des maux de tête et épuisement? Bah oui, c'est assez simple. C'est assez simple. C'est quand on rentre dans un centre commercial, on rentre dans une boîte de conserve. C'est-à-dire que c'est en général des bâtiments qui sont construits tout en tôle. On est bien d'accord. Et donc, simplement sur le champ, même du champ électromagnétique, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a les systèmes de surveillance, les systèmes anti-vol, il y a les réfrigérateurs, il y a toutes les machines de caisse, etc. Donc tout ça, ça émet des ondes. Il y a toutes les personnes qui viennent avec leur téléphone portable et qui sont sans arrêt en train de rechercher où se trouve l'antenne émettrice, etc. Donc tout ça, ça émet des ondes. Mais comme on est dans une boîte de conserve, ces ondes ne s'évacuent pas à l'extérieur. Elles vont rebondir dans la boîte de conserve, si bien qu'elles vont nous traverser, non pas une fois, mais des dizaines de fois. Et si bien que ça finit par nous provoquer des trous dans les corps subtils, des pertes énergétiques, etc. Et c'est pour ça que je souris souvent en disant, quand on arrive dans un supermarché, on prend le caddie, on est frais, etc., avec la liste, et puis à la fin, on se traîne, et c'est pratiquement le caddie qui nous porte, et puis on sait très bien que c'est toutes les cochonneries qui sont en vente, mais on a perdu quelque part notre libre arbitre, on a perdu notre bon sens et on est prêt à acheter des tas de conneries qui sont dans les derniers rayons. Et puis voilà, mais
c'est les phénomènes électromagnétiques, hein, sans chercher plus loin, sans chercher plus C'est loin. ça. Ok, on va passer maintenant aux chakras. Et justement, c'est quoi les chakras? Et les chakras, donc, ce sont ce qu'on appelle en sanskrit, ça veut dire roue d'énergie. C'est-à-dire que si on fait une anatomie, grosso modo, parce que c'est pas aussi, mais on va faire dans une vision simple. Imaginons que on avait 7 chakras principaux qui sont situés sur la ligne médiane du corps. Donc, il y en a un qui est au niveau d'entrejambe, l'autre qui est au niveau pelvien, l'autre qui est au plexus, au cœur, à la gorge, au front et sur le chakra coronal, la couronne coronale, comme un certain virus d'ailleurs. Et donc, c'est intéressant les analogies qu'il peut y avoir d'ailleurs, mais Oui, ça, c'est une autre chose. Et donc, ce sont des chakras, ce sont des roues d'énergie qui vont permettre de faire entrer les énergies dans le corps. Donc, c'est surtout ça. Ça peut les faire sortir également, mais c'est surtout les faire entrer. Ça, c'est vrai pour. Donc, il y a les 7 chakras principaux. Maintenant, ils sont au nombre de 13. Après ça, il y a aussi des chakras secondaires, comme au niveau des plantes des pieds, des paumes de main, des genoux, etc. Il y a plein de petits chakras sur la peau qui laissent rentrer aussi des énergies environnementales. Et il y a un chakra sur chaque cellule. Donc, c'est pour vous dire les milieux de chakras. Et si on veut avoir une analogie, parce que j'aime bien regarder maintenant, tous ces éléments ont été décrits par les anciens, très justement, mais ils ont été décrits avec les mots et les connaissances d'autrefois. On peut très bien comprendre aussi, présenter ça comme étant des petits trous noirs qui laisseraient rentrer, qui capteraient les énergies et les feraient rentrer dans notre corps. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces énergies rentrent, elles vont être, chaque chakra principal en particulier, est en rapport avec des organes du corps, qu'elle va nourrir avec des énergies, avec une glande hormonale et avec un plexus nerveux. Et donc, le plexus nerveux, via ce plexus nerveux, ça va être en rapport, ça va être relié avec le système nerveux central, le système nerveux périphérique, autonome, etc. Donc ça explique que ces énergies vont rentrer et après ça vont aller se répandre dans l'ensemble du corps via ce qu'on appelle par exemple les méridiens ou les nadis c'est en Ayurveda. d'accord. Et quand tu as un chakra qui a plus d'énergie, qui lui manque de l'énergie, ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, pour moi, c'est pas tout à fait, excuse-moi de te le dire, c'est que c'est pas tout à fait la bonne question. La bonne question, c'est-à-dire, c'est pas lui qui crée l'énergie, hein, Oui, oui, c'est-à-dire, oui, c'est c'est un lui qui ensemble. réceptionner. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un chakra peut être plus ou moins ouvert. Oui, Donc, il y a une ouverture normale. Il peut être un peu fermé, ils sont jamais complètement fermés. Restent toujours un minimum entrouvert. d'accord. Oui, grand ouvert, au contraire, grand ouvert, ce qui n'est pas mieux non plus parce que ça risque de laisser rentrer le tout venant. Donc, ce qu'il y a de positif, c'est que tous les chakras sont reliés par la Kundalini. La Kundalini, qu'est-ce que c'est? Je vous parlais tout à l'heure qu'il y avait les nadis, les méridiens, et l'équivalent en Ayurveda sont les nadis. Et il y a 3 nadis particuliers qui forment la Kundalini, Inda, Pingala et Sumana. Et donc ces trois font monter les énergies vers le haut, quoique je pense qu'il y en a un qui monte et un qui descend, puis le central qui monte, mais peu importe. Et les différents chakras sont reliés par cette Kundalini. C'est bien quand il y en a un qui est en insuffisance ou un peu fermé, je dirais quelque part, il y a les autres qui peuvent le relayer en partie pour aller nourrir les organes qui correspondent. Parce que c'est C'est ça. évident que par exemple, le chakra du plexus, c'est le chakra qui commande tous les organes du tube digestif, je dirais le foie, la vésicule, l'estomac, les intestins, etc. Donc, si le chakra fonctionne mal, à ce moment-là, ça veut dire que les organes seront moins bien nourris et donc ça risquerait de poser des problèmes. Tout en sachant que la plupart des chakras sont binaires, avec une ouverture sur le devant et une ouverture sur l'arrière également. Oui. Il y a justement un dessin animé qui en parle très bien. C'est un manga qui s'appelle Naruto. Et ce personnage, donc c'est un petit personnage, un petit bonhomme, il s'entraîne dans son village et justement, on lui dit comment ouvrir ses chakras, donc en méditant. Et
Et tu vois justement, comme tu l'as expliqué, c'est-à-dire que le chakra, même s'il manque avec l'ouverture ou la fermeture, la flamme du chakra, elle n'est jamais éteinte, elle est toujours allumée. Même s'il reste une petite flamme, elle est toujours allumée. Exactement. C'est exactement, ça revient à ce que je viens de te dire, c'est que le chakra n'est jamais complètement fermé. Il est toujours au minimum un petit peu entrouvert, mais il est toujours ouvert un minimum, ça c'est clair. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces énergies sont essentielles à notre vie, aussi, tout autant que l'air qu'on respire, l'eau que l'on boit et l'aliment qu'on... On a fait une triste expérience sur des pauvres lapins qui ont été comme ça mis dans des cages plombées. Cages plombées, ça veut dire qu'elles étaient complètement coupées des énergies environnementales. Eh bien, en l'espace de, je ne sais plus exactement de la durée, si c'est une semaine ou 8 jours ou 10 jours, j'en sais plus, eh bien, ces lapins mouraient tout simplement parce qu'ils étaient privés des énergies. On s'en aperçoit pas, mais on est sans arrêt en train de capter des énergies et d'éliminer des énergies usagées. Et donc ça, c'est comme c'est dans le monde subtil. On s'en aperçoit pas. Et c'est ça qui m'avait étonné d'ailleurs au niveau de la médecine chinoise, traditionnelle chinoise, et en Ayurveda également. J'avais été très surpris parce que justement, on parle beaucoup des bonnes énergies qui rentrent et qui vont nourrir le corps. Mais par contre, ce qui est évident, c'est qu'est-ce qu'elles deviennent après. Parce qu'une fois qu'elles ont été utilisées, elles sont devenues des énergies usagées. Un peu comme quand on boit de l'eau, ça devient des urines, il faut bien les éliminer. Et là aussi, c'est assez curieux parce qu'il y a un grand silence par rapport à ça dans les médecines traditionnelles, au moins que je connais, et alors que c'est fondamental. Il y a un circuit également des énergies usagées qui s'évacuent. Et il y a beaucoup de pathologies, de troubles qui peuvent venir d'une mauvaise évacuation de ces énergies usagées. Et ce qu'il faut aussi comprendre, je tords un peu le cou à certaines idées qui circulent et qui sont pas fausses, hein, sont jamais complètement fausses, elles sont jamais dénuées de bon sens, mais qui sont pas justes, en sens que les énergies qui arrivent dans le corps et qui arrivent aux cellules, par exemple, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont pas donner l'énergie aux cellules. C'est pas ça. L'énergie du cellule, les énergies des cellules, comme du corps, est fabriquée par les mitochondries à base de l'oxygène, de sucre, de vitamines, etc., et qui vont donner l'adénosine triphosphate, l'ATP. C'est ça qui donne l'énergie du corps. C'est ça qui donne l'énergie de nos cellules. C'est pas l'énergie qui vient des méridiens. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, l'énergie des méridiens? Eh bien, elle fait autre chose. Elle travaille sur un autre plan qui est tout aussi important. C'est que nous sommes formés d'atomes, nous sommes formés de particules. Or, ces particules vibrent. Et quand elles sont bien vivantes, elles vibrent bien. Mais qu'est-ce qui se passe? On est dans la matière, on est dans la dualité. Et donc, d'un seul coup, ces particules, elles se fatiguent, elles finissent par s'user, elles commencent à moins bien fonctionner. Et les énergies qui arrivent vont remplacer ces particules pour en remettre des nouvelles et qui vont être beaucoup plus actives et qui vont régénérer à ce moment-là les atomes et les particules. Donc, ça travaille sur un plan tout à fait différent du plan donc il faut bien comprendre ça aussi. C'est encore et c'est pour ça que il faut revoir un petit peu aujourd'hui. On a la chance et encore on est au début de ces belles découvertes, mais on a plein de découvertes qui sont faites avec la physique quantique. Et si on revisite un petit peu tout ça, c'est merveilleux parce qu'on s'aperçoit des analogies que les anciens ont très bien décrites. Mais là encore, ils ont décrit ça avec leurs mots, avec leurs concepts. Il faut peut-être regarder ça autrement aujourd'hui. Est-ce qu'il existe une technique, justement, quand on a un petit déséquilibre au niveau des chakras, c'est-à-dire quand on a un chakra qui est trop ouvert ou trop fermé, pour justement rééquilibrer tout ça? Un exercice simple. Oui, bah je vais t'en donner un très simple. Un très simple. Un très simple. C'est que, par exemple, tu veux ouvrir, je sais pas, moi, je vais parler de mon chakra du front parce que tout le monde le verra bien sur la vidéo. Je veux ouvrir ou réguler mon chakra. Et donc, je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, mais le sens importe peu. Donc, je vais tourner en demandant à ce que mon chakra du front soit ouvert et régulé. Et c'est pas plus compliqué que ça.
Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc là aussi, il y a aussi beaucoup de choses qui sont dites sur le sens de rotation des chakras. Et là, on se prend la tête comme c'est pas possible parce que on raconte comme ça que le chakra racine tourne dans un sens, le chakra sacré dans l'autre, le chakra plexus dans le premier, le chakra du cœur dans le deuxième, etc. Bon. Et puis on me dit oui, mais c'est pas tout parce que chez les femmes et entre les femmes et les hommes, ça tourne dans les sens inverses. Oh, oui, mais c'est pas tout, c'est que ça tourne dans un sens pour un chakra donné quand on est dans le corps éthérique, ça tourne dans l'autre sens, dans le chakra, dans le corps éthérique, ça retourne dans le premier sens. Mais je dis, attendez, là, on est en train de se noyer dans un nombre de détails qui n'ont pas lieu d'être et simplement de se dire, on passe sa main devant et puis on demande à ce que le chakra soit ouvert et soit régulé, ouvert et régulé, parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop large. Et c'est pour ça d'ailleurs que je rappelle à l'ordre gentiment, parce qu'elles sont adorables, toutes ces infirmières, toutes ces soignantes, toutes ces thérapeutes qui travaillent avec leur cœur, et on les sent, elles veulent vraiment donner un maximum à leurs patients, etc. Mais elles ont un cœur ouvert, grand comme ça. Or, justement, quand il y a une personne qui vient et qui est une personne malade, c'est pas une personne mauvaise, hein, rien du tout, mais une personne malade, elle a un mal, elle a une énergie négative qui vient la titiller, la faire. Et donc, le risque, c'est quand on ouvre grand son cœur, on est sans protection et on risque justement d'attraper un petit peu tous ces éléments. Et alors que si on reste dans une ouverture normale, on reste dans la compassion, on reste dans la compréhension, on reste dans le partage, on reste dans l'écoute, etc. Mais on ne prend pas le mal des autres, parce que si on prend le mal des autres, on ne va pas forcément soulager les autres, mais par contre, on va largement s'alourdir les épaules nous-mêmes. Si on a la rigueur, ça soulager les autres, je dirais pourquoi pas, mais ce n'est pas le cas. Oui, bah oui. Et justement, après, il y a aussi le fait, il y a la nourriture, il y a l'air qu'on respire, l'eau, tout ça rentre en jeu aussi. Tout à fait, parce que là, ça rentre en jeu l'environnement aussi. dans les énergies, parce que les Chinois l'ont très bien expliqué, il y a les énergies qui viennent de l'air que l'on respire, les énergies qui viennent de l'eau que l'on boit, à partir du moment où tout ça c'est de bonne qualité, des aliments. Mais ça vient aussi, il y a aussi une énergie ancestrale qui nous est fournie à notre naissance. Et donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont une forte constitution, parce qu'on leur a donné une bonne énergie ancestrale, et d'autres qui ont une plus faible constitution. Et le dernier, c'est les énergies que l'on capte, justement, qui viennent de tout notre environnement. Et ces énergies que l'on capte et qui sont reçues par les chakras principaux, mais tous les petits chakras du corps aussi qui sont sur la surface du corps. Et on s'est aperçu qu'il y avait parmi toutes ces énergies que l'on capte, il y a beaucoup d'énergie scalaire. Des énergies scalaires sont des énergies très particulières qui sont différentes des énergies électromagnétiques, qui sont un petit peu des sinusites quand même. Là, les énergies aux ondes scalaires sont des ondes qui sont spiralées un peu, et au même genre que l'ADN. Et là, ces formes spiralées, c'est les formes de la vie, en fait. Et donc, ce sont des énergies qui sont extrêmement des magnétiseurs, les gens qui transmettent de l'énergie, même dans les soins énergétiques, on transmet beaucoup d'énergie scalaire qui sont très intéressantes pour la vie, pour la santé, pour l'équilibre des personnes. Et on en capte de partout. Tout notre environnement fabrique, nous envoie plus ou moins, selon les éléments, des ondes scalaires, l'univers, le soleil, les arbres, les plantes, les autres êtres humains, les animaux. Nous, on envoie aussi des ondes scalaires. On est des émetteurs faibles, mais quand même. Oui, justement, on va parler aussi maintenant sur les vibrations de la Terre. Ça a une grande importance pour les chakras aussi. On est fait pour... autrefois, c'était encore plus net qu'aujourd'hui. C'est parce que maintenant... Mais pourquoi autrefois, plus maintenant? J'y arrive. Parce que, tout simplement, autrefois, le niveau vibratoire de la Terre était aux alentours de 6500 unités bovies. Et l'être humain était fait pour vibrer à la même fréquence que la Terre. Donc on était, d'ailleurs, parce qu'on forme, il faut bien comprendre, il n'y a pas la Terre d'un côté et les humains de l'autre. On forme véritablement Terre. Une symbiose. Une symbiose. On est vraiment liés entre eux et ce qui se passe chez l'un retentit sur l'autre, sur le plan éthérique, sur le plan astral, sur le plan énergétique. Et c'est pour ça que quand il y a tant de pensées négatives qui peuvent être générées par l'humanité, ça
ça agit sur, ça apporte des énergies négatives au champ de la Terre également, etc. Donc, on est vraiment. Alors, autrefois, c'était au même niveau, mais aujourd'hui, et là, je pourrais expliquer pour toi pourquoi, si tu le veux, c'est qu'il y a Oui, une augmentation très importante du niveau vibratoire de la Terre. Ça a commencé dans les années 80-90, tout doucement, et puis ça a commencé à grimper jusqu'à 50, 60 000 unités bovies. C'était, je ne sais pas difficile, c'était juste avant le premier confinement. Et au moment du confinement, conjointement au niveau du confinement, il y a eu brusquement une brusque élévation du niveau vibratoire de la Terre. Et là, aujourd'hui, on arrive à des valeurs qui sont extraordinairement importantes, on tourne aux alentours de 3 200 000, 300 000 unités bovies. On était parti de 6 500. Hein, et donc, c'est des énergies qui entendent le niveau vibratoire de la Terre a tendance à rester stable depuis le mois de juillet dernier. Donc, c'est quand même intéressant. Mais le taux est tellement fabuleux que il est largement, c'est une manne, là encore, qui nous arrive sur la Terre. C'est une manne. Et donc, et cette énergie, on peut l'utiliser si on le veut. Mais parce que c'est un peu comme si on nous donnait des bidons d'essence. Oui, c'est gentil, mais si j'ai pas de voiture, je vais pas faire grand-chose. Eh bien là, c'est pareil. Il y a une manne qui nous arrive, des bidons de plein d'énergie. Mais ce qu'il faut, c'est que notre moteur, notre désir, fasse qu'on va utiliser cette énergie pour élever notre niveau vibratoire. Alors pourquoi ce niveau vibratoire de la Terre monte? Les Indiens Hopi l'ont très bien expliqué. Ils disent de toute façon que de toujours l'univers évolue. C'est une spirale. C'est pas un cercle avec un éternel recommencement. C'est une spirale qui monte. Et là, on est en train d'arriver dans une nouvelle étape, si je peux dire, de son ascension, de son ouverture de conscience. Donc, les énergies environnementales, les énergies universelles, sur le plan subtil, on est bien d'accord, et certains disent on est en train de traverser des zones très riches en énergie photonique, etc. Moi, je suis pas astronome, je peux pas l'affirmer ou l'infirmer, mais voilà ce que j'entends. Mais quoi qu'il en soit, il y a beaucoup d'énergie qui viennent de cet univers qui est en train d'ascensionner. Et ce qu'il fait, c'est qu'il nous propose, en tant que terre, en tant que les animaux, les végétaux, en tant qu'humains, de suivre ce mouvement. Et c'est pour ça qu'il nous envoie ces énergies, pour qu'on suive le mouvement de cette ascension de la conscience. Alors la Terre, elle n'a pas nos blocages, et donc elle suit. Bon an, mal an, bien qu'elles soient un peu freinées par nos pensées anarchiques. Les animaux, ils suivent, ils ont changé aussi de comportement, les végétaux, etc. Mais nous, en tant qu'êtres humains, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez, déjà, ça a commencé à grimper au moment de l'épidémie du confinement. Ce n'était pas la meilleure période où on était, certes, en train de méditer un petit peu chez nous, chacun chez soi, mais on était aussi en train de ruminer, on était un peu dans la peur, on était dans l'inquiétude de savoir si un jour ça allait se terminer, cette histoire-là, et qu'on allait pouvoir reprendre notre vie. Et donc, il y a tous ces événements qui se passent dans le monde aujourd'hui, qui sont des éléments anxiogènes, stressants, sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif. C'est bien que tout ça, ça nous plombe, et c'est bien qu'on a du mal à suivre. Tellement on est pris par tout ça qu'on a du mal tout simplement à suivre. Et pourtant, c'est ce qui nous est proposé. Rien n'est imposé. Rien n'est imposé. Chacun est libre, et ça, j'insiste toujours là-dessus, c'est qu'en plus, il n'y a jamais de mauvais choix. C'est-à-dire que soit on suit une route, soit on la suit pas, soit on suit cette route vers ce qui nous est proposé, soit on décide de rester comme on est et puis de vivre notre vie. Mais de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre de ces choix, ça va nous apprendre. On va apprendre, on va évoluer, on va grandir. Donc, il n'y a pas de mauvais choix. Et certainement que nous, on va peut-être choisir d'essayer d'évoluer. Et c'est pas donné parce que c'est du boulot. On est toujours retiré vers le bas par tous les événements. Rien n'est jamais acquis. On nous dit, il faut être dans l'amour. Oui, soyez dans l'amour. Soyez dans l'amour. C'est vrai, soyez dans l'amour. Bon, bien sûr. 24-24, 7 sur 7. Bravo, non. Les amis. Vous êtes des chefs. faut être juste. Moi aussi, c'est pareil. Je suis humain, je suis comme vous et j'essaye au mieux
de faire attention à mes pensées, d'être sortir du jugement, d'être dans la tolérance, d'être dans l'écoute, etc. Mais, c'est un travail qu'on doit faire. Mais d'un autre côté, au fur et à mesure qu'on change, nos pensées changent, eh bien, le monde autour de nous change, non pas les événements, mais on va avoir une vision différente des choses et qui va les rendre les choses moins difficiles. Bien sûr, on sera toujours dans la compassion des autres, etc., de ce qui leur arrive. On ne sera jamais dans la souffrance quand on les voit malheureux. Mais d'un autre côté, ça nous permettra de prendre non pas une vision plus élevée, parce que là encore, ce serait prétentieux de dire une chose comme ça, c'est plutôt d'avoir une vision différente des choses, je dirais plus globale de la situation. C'est plutôt ça. Donc ces énergies nous viennent de l'espace c'est une période de l'ascension, comme on parle de certains. Bon, mais ce qu'il faut savoir, et c'est là que ça devient plus ennuyeux aussi, c'est que face à cet événement, il y a aussi qui dit action d'un côté, dit réaction de l'autre. On est dans un monde de dualité, ne pas l'oublier. Donc quand ça monte d'un côté, ça descend de l'autre. Ça veut dire qu'il y a des énergies aussi extrêmement négatives, maléfiques. Et certaines-là aussi qui peuvent nous attirer ou nous empêcher d'ascensionner collectivement. Et donc ça, c'est un peu ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est un peu comme si, non pas il y avait, moi je suis pas dans les notions de combat, et ça, pour moi ça m'énerve ça. Mais c'est par contre, elles se retrouvent face à face. Et c'est un petit peu comme une balance. Encore une balance, de quel côté va pencher? Et pourquoi? Et comment qu'on va savoir? Parce qu'en fait, ces deux énergies qui se font face, eh bien, elles nous promettent des avenirs différents. Vous l'avez compris, je ne fais pas de dessin. Mais qu'est-ce qui va faire? Qu'est-ce qui les nourrit? Eh bien, qu'est-ce qui les nourrit? C'est nous. Penser. C'est nous en tant qu'être humain. C'est nous. Exactement, en tant qu'être humain, hein, avec nos pensées positives, d'amour, etc., va nourrir d'un côté. Nos pensées de haine, de jalousie, etc., vont nourrir de l'autre côté. C'est nous qui nourrissons ces deux loups, comme on appelle souvent, qui sont opposés. Et comme on dit, c'est qu'est-ce qui va gagner? C'est celui qu'on aura nourri. Celui qu'on aura nourri. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas se prendre la tête, qu'est-ce que je vais faire? Comment que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire, etc. Qu'est-ce que je peux faire pour sauver le monde? Bon, on est tous humains, on a tous une petite pierre à amener, mais la même pierre. Il n'y en a pas qui vont amener un 15 tonnes et puis d'autres qui vont amener un 15 grammes. Et donc, on a tous la même pierre. Et ce qui nous est demandé, tout simplement, il nous est proposé de nous ascensionner, de monter notre niveau vibratoire, de monter, changer notre conscience, etc. C'est magnifique. C'est ce qu'il nous demande. Et c'est pour ça qu'on est aussi nombreux sur la Terre. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont incarnées à cette période pour essayer de profiter de ce train qui nous est offert. Et c'est tout ce qui nous est demandé. Parce que si on ouvre notre petite flamme individuellement, que le voisin sera peut-être incité à le faire aussi, et puis la voisine, et donc ça fait étage d'huile, mais d'un autre côté, une petite flamme par-ci, une petite flamme par-là, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et vous savez, il y a beaucoup de personnes qui évoluent aujourd'hui, qui réfléchissent, on s'aperçoit combien on est menti, comment les informations sont biaisées, on s'aperçoit de plein de choses. On ouvre notre conscience tout doucement au fur et à mesure, et il y a plein de personnes qui prennent conscience, non pas qui s'éveillent, parce que là encore, j'aime pas trop ce terme-là, parce que là, on est encore dans une dualité, une opposition des éveillés et des non-éveillés, et c'est encore, on n'a pas besoin de scission, on en a encore suffisamment comme ça. Par contre, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'on peut être éveillé à ce moment-là sur un plan et pas sur l'autre, et le voisin va être exactement l'inverse. Hein. Donc, qui c'est qui est le premier en fait? Il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier. C'est ça. Et donc, la balance, mes amis, c'est la balance. Parce que si on travaille sur nous et qu'on évolue, donc déjà, c'est bon pour nous. Mais en plus, ça va être un élément de plus qui va être dans la balance, et peut-être que si on est suffisamment nombreux, on va pouvoir la faire basculer du bon côté, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et comme je le répète, il n'y a pas, parce que j'entends surtout souvent des personnes, ils disent vous devez faire ceci, vous devez faire comme ça, vous devez être dans l'amour, vous devez. Mais attendez, moi je veux bien tout ça, mais donnez-moi le mode d'emploi, hein, parce que c'est pas si évident que ça, tout ça. Mais seulement,
c'est pas évident, mais l'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons toutes ces énergies merveilleuses. Et si on les reçoit, on les capte, on les demande, elles viennent à nous. Et comme ce sont des énergies avec des niveaux vibratoires élevés, elles vont contribuer à monter notre niveau vibratoire. Et si notre niveau vibratoire s'élève, ça va nous permettre de changer aussi notre manière de penser. Et inversement, en changeant notre manière de penser, ça fait monter notre niveau vibratoire. Voilà, donc c'est pas, vous voyez, tout est lié hein, dans tout ça. Oui, bah oui. Il n'y a Et pas justement, un et l'autre, c'est nous qui choisissons, qui allons nourrir quel loup. Vous savez, on le dit souvent, on dit déjà à l'échelon individuel, quel loup tu nourris? Est-ce que c'est le loup de la haine ou le loup de l'amour? Eh bien là, c'est exactement la même chose au niveau de l'humanité. Quel est le loup que nous allons nourrir collectivement? c'est ça. Et justement, est-ce que le champ magnétique, non pas le champ magnétique, mais la 5G, elle peut perturber justement les vibrations de la Terre ou pas du tout? Ah, de la Terre. Moi, je pense déjà des. Après ça, c'est des histoires de fréquences. Parce que la 5G, je ne suis pas un spécialiste en la matière. Mais la 5G, il y a les fréquences usuelles qui auraient été testées comme quoi il n'y avait pas de problème pour la santé. Bon, bref, je suis toujours un peu sceptique là-dessus, mais je pense qu'en fait, parce que nous sommes des êtres vibratoires qui vibrons depuis les infrarouges, on est capable de nous repérer par l'infrarouge avec la chaleur, jusqu'aux photons. On émet des biophotons. Donc, on émet sur une grande gamme de fréquences. Et donc, c'est évident que les champs électromagnétiques artificiels qui vibrent dans ces fréquences, elles vont venir nous perturber. Mais d'un autre côté, regardez bien quand même, c'est que on sait tous les polluants qu'on est en train de manger tout le temps, les pesticides, maintenant on connaît, on voit les micro-particules de plastique, etc. Et donc les métaux lourds, on en a plein dans le corps, on est tous pollués, tous pollués, tous pollués, tous. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Notre corps, il arrive à gérer. Et c'est un peu comme les champs électromagnétiques artificiels, il arrive à gérer. Jusqu'à quel point? Voilà une bonne question. Mais il arrivera sans doute un moment où il ne peut plus. Il peut tomber à ce moment-là du côté de la maladie, de l'hypersensibilité, etc. Mais seulement, moi, je suis admiratif par notre corps. Mais ces éléments peuvent aussi provoquer des mutations épigénétiques, mutations, des changements dans l'expression de nos gènes. Et donc, est-ce qu'on ne va pas tous devenir des mutants quelque part par rapport aux entraînes? Alors, ces mutations peuvent être bénéfiques. Pourquoi pas? Il faut bien comprendre que de temps en temps, il y a des éléments qui sont très troublants et justement qui semblent négatifs et qui débouchent sur quelque chose de positif. Faut pas voir le mal partout. Et je suis pas, j'ai pas une nature paranoïaque. Je suis plutôt une nature optimiste. Oui, bah, moi aussi. Et justement, s'il y a une personne qui se trouve dans une ligne énergétique de la Terre, quand elle capte toute cette énergie que la Terre lui a transmise, quels sont les signes, qu'est-ce qu'elle peut ressentir? C'est-à-dire, c'est qu'il y a, là encore, il y a plein de réseaux. Plein de réseaux telluriques sur la Terre. On a le réseau de Hartmann, de Wiesmann, de Curie, etc. Il y en a plein. Donc, qui sont là. Il y a des réseaux sacrés aussi, qui sont des réseaux extrêmement puissants, qui étaient beaucoup utilisés d'ailleurs pour construire des lieux sacrés, etc. Et donc, c'est pour ça que ce sont des lieux qui sont intéressants pour y passer, pour s'y recueillir, pour prier, mais pas pour y vivre. Ils sont à des fréquences trop élevées pour nous. Et c'est un peu comme dans les réseaux de Hartmann sont des réseaux qui font des croisements, c'est les plus petits, ils ont un maillage de 2 mètres sur 2 mètres 20, quelque chose comme ça, avec des murs énergétiques qui font une vingtaine de centimètres. Alors quand on est entre le maillage, il n'y a pas de souci. Quand on est à la rigueur sur un mur, bon, mais c'est sur les points de croisement qui ont des niveaux vibratoires qui sont bas. Donc ça peut, selon les endroits, c'est un peu comme les vortex. Il y a des vortex positifs, des vortex négatifs, des telluriques, des choses comme ça. Mais c'est des endroits qui sont trop chargés pour nous. On peut y aller pour, si c'est un vortex qui est vraiment positif, etc., parce qu'il y en a qui ont été dénaturés, parce qu'un vortex, c'est une énergie. Donc, comme toujours, on peut en faire ce qu'on veut. On peut en faire quelque chose. On peut se servir de cette énergie pour construire. On peut en servir pour démolir. Donc, c'est toujours une énergie. Et donc,
c'est des endroits qui sont intéressants pour se recharger, se ressourcer, si ils sont positifs. Mais on n'est pas là pour y rester, parce qu'après ça, ça peut, après ça, nous nerveux de s'exciter, ou alors d'être, comme on dit, d'être perché, et puis de pas vouloir revenir à la maison. Reviens à la maison, reviens à la maison. Et donc, on est parti un petit peu dans des hautes sphères, et c'est agréable d'être dans les hautes sphères, mais on a une vie à mener. Et donc, il faut rester quand même les deux pieds sur la terre. On a, comme disent les Chinois, on a l'être humain à la tête dans les étoiles, mais les deux pieds sur la terre. Et il ne faut pas l'oublier, c'est très, très important, ça. Donc, ces éléments si on est sur le 2 de Hartmann, par exemple, ou sur certains endroits qui sont négatifs, eh bien, ça va nous pomper nos énergies. Et c'est pour ça que souvent, il peut y avoir des nœuds de Hartmann sur un lit, par exemple. Mais s'il y a deux personnes qui sont dans le même lit, il se peut très bien qu'il y ait une des deux personnes qui soit sur le nœud de Hartmann et pas l'autre. Donc celle qui sera sur le nœud de Hartmann se réveillera tous les matins fatiguée. Et puis l'autre lui dira, mais écoute chérie, allez, t'as dormi toute la nuit, réveille-toi, t'as fait un bon sommeil, etc. Puis l'autre qui a été pompé pendant toute la nuit, il va se réveiller fatigué, il va traîner les pieds, etc. Donc, les énergies, il y a tout, il y a la dualité, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les anciens le savaient bien, ils ressentaient les énergies, et quand ils voulaient construire une maison ou une ville, à fortiori, ce qu'ils faisaient, c'était, ils mettaient des troupeaux d'animaux sur dans le champ, et ils voyaient un petit peu comment évoluaient les animaux, dans quelle région, quelle zone ils aimaient bien aller vivre, qu'ils aimaient bien éviter, et même après ça, on dit il les sacrifiait. Non, il les sacrifiait pas, il les autopsiait. Et il refaisait des autopsies sur les animaux pour voir, après quelques générations, si ces animaux étaient toujours sains et que l'endroit était propice à la vie. C'était simple. Bah oui, moi je sais que je connais un endroit, justement, où c'est sur une route, puis les gens ils vont sur cette route et ils reçoivent de l'énergie de la Terre. Et par contre, quand ils ont formé un cercle, donc c'est un cercle qui est au sol, mais par contre, dès qu'ils sortent de ce cercle, on est un petit peu comme alcoolique. Tu sais, on perd un peu l'équilibre. Oui. Si c'est un endroit énergétiquement puissant, c'est vrai, quand on y est, on est plutôt bien. Sauf si on y restait vraiment trop longtemps, ça finirait par donner des excès. Mais si on est bien, donc ça va nous remonter, nous rebooster, nous redonner force et vigueur. Mais d'un seul coup, quand on sort de ce champ, on retombe dans un niveau vibratoire qui est plus bas. Donc, il faut que le corps s'adapte à ces changements vibratoires. Et c'est là que ça donne un petit peu, que ça peut faire flageoler, sans parler que les corps subtils peuvent être un petit peu malmenés à ce moment-là. Ouais, mais c'est vrai, par contre, parce que moi j'ai vu des vidéos sur ça, et c'est quand même impressionnant. Si tu veux, moi j'avais visité deux endroits qui m'ont fait sourire. De premier endroit, on m'avait dit, va voir, il y a un vortex, il est puissant, etc. Mais c'est vrai, j'y suis allé, c'était un vortex puissant. Mais j'étais avec un groupe et il y avait une personne, là d'ailleurs, ils ont tous ressenti des énergies négatives, et il y a même une personne qui a même pas pu avancer à 50 mètres du centre du vortex. Elle vomissait triples et boyaux, tellement des énergies étaient négatives, parce qu'il y a des oiseaux qui avaient dû faire des saloperies, utiliser cette énergie peut-être pour faire de la magie noire ou que sais-je. Et donc, le vortex était chargé, il faut le nettoyer aussi de temps en temps. Et il y a un autre endroit où on m'avait dit d'aller voir ce vortex, et donc me voilà arrivé. C'était un bel endroit, la campagne, il y avait des pierres blanches qui montraient bien où était le vortex. Moi, je m'avance, ils me disent non, il faut vous déchausser, etc. Bon, je ne sais pas trop pourquoi, mais faisons pas faire d'histoire, je me déchausse, je rentre dans le cercle et avec mes amis, et puis on se regarde, et puis là, on se dit, mais on sent rien. Le vortex était parti. Et donc, il y avait toutes les personnes qui étaient autour, et ils étaient là en train de soi-disant sortir le vortex, mais le vortex, il n'était plus là. Il s'était déplacé d'une centaine de mètres, et il était passé dans le champ. Donc, c'est pour ça, il faut écouter toujours. On revient sur nos ressentis et nos intuitions. Tout à fait. Mais justement, ce type de vortex, ça se déplace constamment, ou c'est pas
Non, non, ça ne se déplace pas constamment. En général, c'est relativement fixe. Ça correspond aussi souvent des failles qu'il y a sous la Terre et qui font que ces vortex. Mais aujourd'hui, beaucoup de vortex sont plus ou moins ne fonctionnent pas ou fonctionnent faiblement, etc. Mais avec ce qui risque d'arriver, et c'est ce que prédit un certain nombre de prophéties et de choses comme ça, c'est que tout ça, tous ces centres vont se réveiller. Et là, quand ça va, justement, ça peut être des éléments qui interviennent au moment de ce qu'ils appellent l'ascension. Enfin, moi, l'ascension, c'est pas trop le terme qui me convient non plus. Je dirais que on va dire que pour moi, c'est au moment du changement vibratoire, de la montée du niveau vibratoire. Il y a beaucoup de lieux sacrés comme ça qui j'ai connu comme ça certaines montagnes qui étaient dites sacrées, etc. Et quand j'ai été les voir et que je les ai testées, j'ai pas senti des énergies extraordinaires sur le plan, mais elles sont là un petit peu comme des braises qui sont prêtes à redémarrer quand le moment sera venu, je pense. Et sont des énergies qui peuvent être très bienveillantes pour aider justement là, les êtres humains qui le voudront. Alors, est-ce que ce sont les êtres humains qui feront que ce sera ouvrira ou est-ce que ça s'ouvrira parce que pour que les êtres humains s'ouvrent j'en sais rien. Là, comme on est tous très liés des deux côtés, c'est... Mais justement, pour quelle raison principale ou principaux que justement ces énergies ou vortex ne sont plus actifs? C'est dû à quoi? Est-ce que c'est l'humain qui a fait qu'ils ne sont plus actifs? Oui et non. Oui et non. Oui, tu as raison, c'est l'humain, mais l'humain n'est pas capable encore, enfin, quoi qu'il y a des grands maîtres en l'occurrence, qui étaient capables dans les anciens à faire des choses que nous serions bien incapables de faire. Et là, j'ai retrouvé, par exemple, là, auprès où j'habite, j'ai retrouvé toute une structure énergétique absolument incroyable qui a été conçue à partir des énergies telluriques, mais on voit très bien que vu la manière dont c'est construit au niveau des champs énergétiques, que c'était des personnes qui étaient extrêmement érudits en la matière, étaient capables de réaliser ce genre de prouesse, parce que c'est impressionnant. Nous, à la rigueur, on peut ouvrir, fermer, mais donc pour te répondre, on va revenir un tout petit peu en arrière sur ce qu'on a expliqué précédemment. Je t'ai dit qu'actuellement, il y a les deux forces qui se montent en puissance. Ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, la force négative, c'est celle qui a prédominé sur la Terre pendant tout un cycle. Donc après ça, la durée du cycle, il y en a qui parlent de 1000 ans, il y en a qui parlent de 2000 ans, il y en a qui parlent de chaque signe planétaire. Enfin bon, peu importe. Elle a prédominé pendant, on va dire, 1000 ans. Ok. Et donc, c'est elle, même avant, parce que c'est elle qui a favorisé la survenue du cerveau gauche avec toutes ces guerres et tous ces éléments qui ont été aussi néfastes sur la Terre. Voyons un petit peu le nombre de personnes qui ont pu mourir de morts violentes sur cette Terre depuis des siècles. Ça va être assez faramineux. Donc ça, sont des êtres, des énergies qui sont nuisibles et qui se nourrissent justement de tout ce qui est négatif chez les êtres humains, et donc elles ont tendance même à les favoriser. Et donc c'est évidemment, si elles se nourrissent des égrégores négatifs de haine, eh bien tout simplement, dès qu'il y a un ensemble de populations qui va se mettre à générer des pensées de haine contre un peuple, contre une autre religion, contre une certaine catégorie de la population, etc., tout ça va générer des grandes énergies, un grand égrégore d'énergie négative qui va nourrir le loup noir et qui va le développer. Et lui, qu'est-ce qui était important pour lui? C'est qu'il essayait de tout faire pour empêcher justement que les esprits s'éveillent. Parce que, moi je donne un exemple tout bête, tout simple, qu'on connaît tous. Regardez ce qui se passe au niveau de certains matchs sportifs, où des personnes sont capables de s'attaper les uns contre les autres parce que la balle n'est pas rentrée dans le filet. Je veux dire, il y en a même qui meurent pour des choses comme ça, ou qui se retrouvent en réanimation pour ces choses-là. Donc, je veux dire que c'est de la folie furieuse. Mais ces personnes qui ont fait ça ne sont pas des fous.
sont des personnes qui ont été prises dans un égrégore de pensée négative et ils ont perdu quelque part leur libre arbitre. S'ils avaient eu leur véritable libre arbitre, ils n'auraient jamais fait des choses comme ça. Enfin, je ne le pense pas. Et donc, c'est vraiment parce qu'ils ont perdu ce libre arbitre. Et donc c'est pour ça que toutes ces notions d'énergie, tout ce qui peut favoriser les pensées négatives et développer cette et tout au contraire ce qui pourrait favoriser l'ouverture des esprits, dont les énergies, les vortex, ces choses comme ça, qui permettraient de monter le niveau vibratoire des individus. En montant le niveau vibratoire des individus, obligatoirement les consciences changent. Je donne un exemple, pareil, il y avait un qui m'avait fait rire, c'était dans l'armée française, ils avaient fait des recherches, comme dans toutes les armées du monde certainement, sur les nourritures praniques. Donc ils voulaient nourrir les soldats avec du prana. Donc c'est sûr que c'est génial, parce que d'un seul coup, il n'y a plus besoin d'envoyer l'intendance pour les nourrir, etc. Ça simplifie la vie au moment des conflits. Mais si ils montaient le niveau, s'ils voulaient que le soldat nourrisse de prana, ça veut dire qu'il fallait que le soldat monte son niveau vibratoire pour se nourrir de prana, sinon c'était pas possible. Mais si le soldat montait son niveau vibratoire, il va changer de pensée, changer de paradigme, et en fin de compte, il va plus être capable de prendre le fusil pour tirer sur la personne qui est en face. Donc c'est en montant notre niveau vibratoire, on change notre manière de penser, de voir, etc. Donc c'est vrai que, et c'est pour ça que tout ce qui était possiblement des endroits où on pouvait développer nos énergies, élever notre esprit, etc. Tout ça a été bien conditionné. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une chance, une possibilité, parce que l'intervention des énergies de l'univers sont là, on a une possibilité de sortir de cet enfermement. Mais c'est pour ça qu'on a les deux possibilités, soit on suit et on sort de l'enfermement, soit on y rentre pour un nouveau cycle. C'est ça. C'est pour ça qu'il vaut mieux, comme les chakras, être en équilibre, juste au milieu. Il y a la loi de l'équilibre, mais aujourd'hui, je dirais quelque part, on a le choix. On a un choix à faire. Et je dirais que si on veut nourrir un loup, on veut nourrir l'autre. Et de ne rien faire, qu'est-ce que ça veut dire de ne rien faire? Ça ne veut pas dire je suis neutre. Ça veut dire que si on ne fait rien, ça veut dire qu'on est en train de nourrir le loup noir, tout simplement. Et c'est ça le truc, c'est qu'on ne peut pas rester neutre. C'est trop facile de se dire, moi je m'en lave les mains, je continue à regarder ma télévision. C'est pas, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Quand de ne pas faire de choix est un choix. Et ce choix, il nourrit aussi certains d'un côté ou l'un côté ou l'autre, et en général, ça nourrit plutôt les habitudes, c'est-à-dire ce loup qui a prédominé pendant des siècles. Parce que voir un petit peu toutes ces guerres qui ont pu arriver, et ça ne donne rien. On a vu tous ces empires qui se sont écroulés les uns après les autres, qui ont dominé, qui ont fait des massacres, qui ont fait des pires atrocités, et au définitive, ils ont fini par tous tomber les uns après les autres. Donc, il est peut-être temps de changer un petit peu nos paradigmes et notre manière de voir en disant il y a peut-être d'autres solutions. Et je rappellerai quand même une petite chose. Une petite chose qui est très intéressante, c'est qu'autrefois, avant qu'on arrive dans les sociétés patriarcales, masculines, il y avait des sociétés matriarcales. Et donc, ces sociétés matriarcales étaient dominées donc, par des femmes qui utilisaient les services des prêtresses, des médiums, etc., pour prendre des décisions pour la cité. Et donc, et là, tout le monde s'est plié. Et on a des villes comme par exemple la ville de Caral au Pérou, qui a été une ville prospère pendant plus de 1000 ans. Et on n'a jamais vu de système défensif dans cette ville prospère. Et donc, il n'y avait pas de guerre, tout simplement. Et donc, ce qui est arrivé, c'est avec le cerveau gauche, ça a été le service de la domination, etc. Et l'avenir n'est pas le retour du cerveau droit. L'avenir, c'est l'union du cerveau droit et du cerveau gauche, l'union du masculin et du féminin. Enfin,
l'effacement de ces différences, alors que nous sommes tous faits avec les mêmes fonctionnements, avec le même cerveau, avec les mêmes capacités, avec les mêmes. Mais donc, il n'y a pas un cerveau qui est mieux que l'autre. Comme je disais tout à l'heure, on parlait de l'intuition, elle est bien, mais la raison est très bien aussi. Les deux sont utiles. Si on nous a donné les deux, c'est pas pour nous dire non, non, moi je m'occupe que de l'intuition et je laisse tomber la raison. Non, non, les deux sont utiles. L'intuition nous donne une information, la raison nous en donne une autre, on fait une synthèse et on décide. Et c'est ça qui est important. Le masculin et le féminin ne s'opposent pas, évidemment. La nuit et le jour ne s'opposent pas, elles se complètent. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de bien et de mal, il n'y a que du bon et du mauvais. Et encore, le bon et le mauvais évoluent en fonction des situations. Il y a des choses qui sont bonnes à certains moments et il y a les mêmes choses qui vont être mauvaises à d'autres. Voilà. C'est ça, tout à fait. Et justement, est-ce que quand tu as un vortex qui n'est plus actif, est-ce que des personnes qui sont, on va dire, haut en vibration, rien qu'avec les personnes qui se trouvent autour, elles peuvent le réactiver ou pas? Oui, 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 moi je l'ai fait aussi, mais je suis toujours très respectueux. Je me rappelle avec un ami qui était radiesthésiste, on avait fait ça plusieurs fois avec des. Parce qu'on avait checké sur nos cartes, etc., avec lui avec son pendule, moi avec mon ressenti, avec mes tests, on avait repéré un vortex. Donc on se dit tiens, on va aller voir sur place, etc. Et arrivé sur place, il y avait rien. Alors là, on a repris un peu nos machins, et puis là, bah, tout simplement, on a demandé, on est rentré en contact avec ce vortex, avec ses énergies, avec les guides, avec ce que vous voulez, avec l'univers, avec la tête, avec la terre, et on a demandé à ce que ce vortex se réouvre. Et le vortex a très gentiment répondu à notre demande, à nos actions, et s'est mise à se réactiver. Et là, en l'espace de quelques minutes, on a vu une production phénoménale d'énergie de plusieurs millions d'unités bovies. C'était phénoménal. Mais en plus, on nous a bien dit que il était qu'en roue libre, il n'était pas au maximum de ses puissances. Donc, nous, on était à 1 kilomètre ou 2 kilomètres, on sentait déjà très fortement. Et puis, bon, on a remercié, et puis on a dit, bah, maintenant, pour la suite, faites ce que vous jugez bon de faire. Donc lui, il s'est refermé, il a repris, il s'est simplement ouvert pour nous montrer, et il s'est refermé ensuite. Et moi, qu'est-ce que je peux dire? Je ne vais pas lui dire reste ouvert, alors que c'est peut-être quelque chose qui est très mauvais pour lui ou pour les habitants ou pour je sais. Lui, il sait beaucoup mieux que moi ce qui est bon à faire ou pas. Et il répond aussi à des puissances ou à des connaissances qui me dépassent largement. Donc, par contre, ils ont eu la gentillesse de nous montrer la puissance. Il était là. Ouais. Ok. Eh bien, on va arriver à un terme à notre interview. 1h30, c'est vraiment toujours passionnant. Voilà. Je te laisse le mot de la fin. Mon Dieu, déjà la fin, triste, triste. Triste. Je dirais que le plus important, ce qu'il faut bien comprendre dans tout ça, c'est qu'on parlait tout à l'heure de l'amour. C'est vrai, l'amour, il sauvera le monde, ça c'est clair. Mais ce qui est intéressant à bien comprendre, c'est que quand nous sommes dans l'amour, quand nous vivrons dans l'amour, quand nous envoyons de l'amour à notre famille, à notre conjoint, notre conjointe, etc., quand on reçoit de l'amour de notre conjoint, de nos enfants, on est bien. On est heureux. On est, waouh, on a envie de dire, laissez-nous comme ça, etc. Et donc, c'est ça. Ça nous montre que c'est là notre véritable place. Et ça, c'est très important parce qu'autrement, dès qu'on est dans la haine, la jalousie, etc., sont des acides qui nous rongent à l'intérieur, qui nous font du mal. Et on a beau le savoir, on va se mettre quand même dans la rancœur ou dans la jalousie, alors que ça ne mène à rien, et alors qu'on est malheureux comme ça, alors qu'on est heureux. Et donc, quand on est comme ça, on a l'amour, on monte notre niveau vibratoire. Et puis, comme je l'ai dit, c'est déjà bon pour nous. C'est bon pour notre santé. Oui, mes amis, il y a eu des études de fait très médicales, scientifiques, qui ont montré que c'était bon pour notre santé, que la spiritualité
spiritualité était bonne pour notre santé, que la méditation était bonne pour notre santé. Donc, tout ça, c'est bon pour notre santé, aussi bien physique que psychologique. Donc, déjà, rien qu'avec ça, et on a ces énergies qui nous tendent les bras et qui ne demandent qu'à venir nous aider. Donc, profitons de ces mannes, de ces opportunités pour transcender les événements actuels. Et puis, si on est nombreux à le faire, eh bien, on va faire pencher la balance du bon côté. Et puis, ben, je dirais, comme ils disent là-bas en Afrique du Nord, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup, Luc. Moi, je vais rajouter juste qui partage la vidéo parce que c'est vrai que c'est vraiment passionnant. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Tu restes encore quelques minutes avec moi? Avec plaisir. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir, merci.